Bonjour tout le monde et bienvenue. Maintenant, on va regarder l'examen de hiver 2022. Alors, pour les examens, à partir de 2020, les examens, la première question était généralement la question qui était facile. Alors, c'était une question qui était donnée. Alors, question numéro 1, quel est le taux d'intérêt nominal convertible semestriellement, donc I2, équivalent à un taux d'intérêt nominal crédité 4 fois par année, I4, qui est de 12 %. Donc, I4 est égal à 12 %. On veut savoir c'est quoi I2. Donc, I4 est égal à 12 %. 1 plus I4 sur 4 à la puissance 4, c'est égal à 1 plus I2 sur 2 à la puissance 2. I4, c'est 12 %. Donc, I4 sur 4, c'est 3 %. On crédite du 3 % à chaque trimestre. Alors, 1 plus 3 % à la puissance 4, c'est égal à 1 plus I2 sur 2 à la puissance 2. Donc, le taux d'intérêt convertible 2 fois par année, c'est 12,18 %. Le taux d'intérêt périodique, alors, on crédite 6,09 à chaque 6 mois. Alors, ça, c'est I2 sur 2, mais on demande quel est le taux d'intérêt nominal. Donc, on demande c'est quoi I2. Donc, c'est I2 sur 2 fois 2. Alors, 6,09 fois 2 est égal à 12,18 %. Encore une fois, si vous faites un examen avec moi, la première question va tout le temps être la question qui est la plus facile. Question numéro 2, taux effectif est de 4 %. J'ai une hypothèque de 375 000 remboursée avec des paiements mensuels pendant 20 ans. Donc, quel est le montant du principal remboursé durant la deuxième année? Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, quel est le montant du principal? On pourrait calculer le montant du principal remboursé avec chaque paiement entre le 13e et le 24e paiement. Ou ben donc, on va calculer quel est le solde du prêt après 1 an, quel est le solde du prêt après 2 ans, et la différence, c'est le montant du prêt qui a été remboursé, qui a été amorti. Donc, si le taux d'intérêt est de 4 %, le taux d'intérêt mensuel est égal à 0,3274 %. La valeur présente est égale à 375. C'est égal à la valeur présente d'une rente de 240 paiements de R à 0,3274 %. Notre mensualité est égale à 2 258,32 $. Donc, quel est le montant du principal remboursé? On a un prêt qui est remboursé sur 240 mois. Après 1 an, on a payé 12 paiements. Il reste 228 paiements. Donc, le solde du prêt après 1 an, c'est la valeur présente des 228 paiements qui restent, 362 406,84 $. Le solde du prêt après 2 ans, on a payé 24 paiements, il reste 216 des 240 à payer. C'est la valeur présente des 216 paiements de 2258. Donc, le solde du prêt après 2 ans, c'est 349 309,96 $. Donc, le principal qui est remboursé, c'est le solde du prêt après 1 an, moins le solde du prêt après 2 ans. Après 1 an, on devait 362 000. Après 2 ans, on doit 349 000. Donc, on a remboursé pendant l'année 13 096,88 $. Question numéro 3. Taux effectif est de 7,5 %. Un employé âgé de 25 ans placera 18 % de son salaire dans un REER au début de chaque année pour une retraite à 65 ans. Donc, 40 ans, au début de chacune des 40 prochaines années, il va mettre un paiement égal à 18 % de son salaire. Donc, son premier paiement c'est 18 % de 80 000. Donc, le premier paiement qu'il va faire, c'est 14 400 $. Et on s'attend à des augmentations salariales de 3 %. Donc, si son salaire augmente de 3 %, ses contributions vont augmenter de 3 %. Le jour de son 65e anniversaire, il va recevoir un premier paiement de X d'une rente annuelle de 30 ans, calculé X. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on va premièrement calculer la valeur de la progression géométrique de 40 paiements en fin de période. Donc, si le premier paiement se fait aujourd'hui à 25 ans, le dernier paiement va se faire au début de la 40e année, donc à l'âge de 64 ans. Il va prendre sa retraite à la fin de l'année. Donc, la valeur à 64 ans, ça devient une progression géométrique. Le premier paiement, écoutez, le premier paiement est égal à 14 400 fois 1 plus I à la N, N est égal à 40, fois 1 moins 1 plus G divisé par 1 plus I à la 40,
divisé par I moins G. Donc, le jour de son 64e anniversaire, il vient juste de faire le dernier versement. Il y a 4 730 304 dans son compte. Et au 1er janvier, à l'âge de 65 ans, donc un an plus tard, à la fin de l'année, il va recevoir un premier paiement de X qui est versé pendant 30 ans, encore une fois, escompté à 7,5 %. Donc, 4 730 000, c'est égal à la valeur présente d'une rente de 30 paiements de X, escompté à 7,5 %. Et donc, X est égal à 400 520 et 72. OK. Question numéro 4. Taux d'intérêt effectif est de 4,5 %. Une hypothèque de 400 000 est amortie mensuellement en fin de période sur 25 ans, donc 300 mensualités. Après 5 ans, le prêt est renégocié au nouveau taux de 4,75 % encore effectif. Calculez la nouvelle mensualité. Alors ici, pour ces genres de questions, en ce moment, les taux d'intérêt sont à la hausse. On ne voit pas ça baisser prochainement. Alors, quand les taux d'intérêt sont à la hausse, quand vous renégociez votre prêt, alors, vous avez deux options normalement, soit que vous payez une plus grosse mensualité ou que vous gardez la même mensualité et vous la payez pendant plus longtemps. L'inverse est vrai aussi, si les taux d'intérêt chutent, votre mensualité, vous pouvez la réduire, mais normalement, si vous êtes en train de payer une mensualité, la plupart des personnes veulent payer plus rapidement leur prêt, donc la durée du prêt, elle est écourtée. Mais la valeur du prêt demeure inchangée. Donc, 420 000 amortis sur 25 ans. Alors, quelle est la nouvelle mensualité? Donc, premièrement, calculons la mensualité. Alors, 4,5 % effectif, on doit calculer ça au taux mensuel I12 sur 12, 0,3675. Donc, 420 000, c'est égal à la valeur présente de 300 paiements de R, la mensualité, à 0,3675 %. Et donc, le paiement mensuel est de 2 313 et 4. Alors, après 5 ans, on a fait 60 paiements, des 300 paiements totaux. Donc, le solde du prêt est égal à la valeur présente des 240 paiements qui restent. Donc, c'est la valeur présente de 240 paiements de 213 et 4 au taux d'intérêt. Donc, le solde du prêt après 5 ans, c'est 368 441 et 89. Alors maintenant, les taux d'intérêt ont changé. On a 240 paiements à faire, mais le taux d'intérêt est changé. Alors, on renégocie notre prêt au nouveau taux d'intérêt. Alors, le taux d'intérêt de 4,75 qui donne un nouveau taux d'intérêt mensuel de 0,3875. Alors, le taux d'intérêt a grimpé de 0,02 %. Et la durée du prêt demeure inchangée, donc la mensualité va devoir croître. Donc, le 368 441 et 89, c'est égal à la valeur présente de 240 paiements au nouveau taux d'intérêt de 0,3875. Et donc, la nouvelle mensualité serait de 2 360 et 81. Donc, une hausse de 47 $ de paiement mensuel. Question numéro 5. Une action est achetée au prix de P. Demain, l'action versera un dividende trimestriel. Donc, si le dividende vient juste d'être versé, il n'est plus tenu compte dans le prix de P. Mais si demain, l'action va nous payer un dividende de 1,25, il est inclus dans le prix de P. Donc, la valeur de tout actif financier est égale à la valeur présente de tous les cash flows. Donc, il est payé demain. J'ai dit demain parce que je ne voulais pas qu'on confonde qu'il n'est pas inclus dans le prix de l'action, mais c'est comme si on le recevait aujourd'hui, pas besoin d'actualiser ce prochain paiement. L'action va être vendue dans 3 ans, immédiatement après le versement du dividende. Donc, le dividende est trimestriel. Ça veut dire que dans 3 ans, entre après-demain, dans 3 ans, il va y avoir 12 dividendes qui vont être versés. Le prix de vente est de 62,50. Le rendement annuel de l'action est de 13 %. Calculez le prix. Donc, le prix P est égal à la valeur de tous les dividendes. Alors, il y a un dividende de 1,25 qui est versé immédiatement et tu en as 12 autres. Donc, on peut regarder ça comme une rente de 13 paiements en début de période, vu que le premier est aujourd'hui ou demain. Il y a 13 paiements de 1,25. Plus, dans 3 années, on va recevoir 62,50 qu'on peut escompter avec 3 années d'intérêt. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Les dividendes étant trimestriels, j'ai pris la valeur présente de 13 paiements en début de période de 1,25 au taux d'intérêt trimestriel.
plus le prix de l'action, il est revendu pour 62,50 dans 3 ans. Donc, je l'ai escompté à du 13 qui est le taux annuel pendant 3 ans. Si vous avez pris une étape supplémentaire, vous avez converti ça ça serait 12 paiements à 3,102 et ça fonctionnerait, ça vous donnerait exactement la même réponse. Donc, le prix de l'action au temps zéro devrait être de 56,93. L'astuce ici, la pointe dans cette question, c'est qu'il y avait un dividende supplémentaire qui est versé demain. Alors, si je vous dis que l'action verse un dividende trimestriel, vous pouvez assumer que le prochain dividende va être dans 3 mois. Mais ici, il y avait un autre dividende qui était versé demain. Question 6. Une rente annuelle de retraite débute aujourd'hui. Alors, la rente est d'aujourd'hui et le premier paiement est de 55 000. Donc, on a un premier paiement aujourd'hui de 55 000 et chaque paiement subséquent est indexé de 3 %. Alors, immédiatement, ce que je vois ici comme problème, c'est que la formule de rente en progression géométrique et les formules de perpétuité, le premier paiement doit tout le temps être dans une période. Donc, 2 façons de faire le calcul de cette rente. Alors, la rente est payable de 2022 à 2040 inclusivement. Alors, si vous comptez, alors il y a une autre astuce ici, il y a 19 années. Alors, si je fais de 2022 à 2023 inclusivement, un moins l'autre, c'est 1. Mais 2022 et 2023, on a 2 paiements. Alors, 2022 à 2040, ce n'est pas 18 années, c'est 19 années. Alors, sont inclus 2022 et 2040. Donc, le premier paiement est aujourd'hui. Alors, un problème, c'est que les rentes en progression géométrique, notre formule ne fonctionne que si le premier paiement est dans une période. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je me place au temps t est égal à moins 1. Si le premier paiement est aujourd'hui, je vais calculer la valeur de cette rente il y a 1 an. À la même date, il y a 1 an, le premier paiement est à la fin de la période. Aujourd'hui, c'est la fin de la période si je suis placé au temps t est égal à moins 1. Donc, c'est égal à une rente de 55 000 en progression géométrique. Alors, le premier paiement fois 1 moins 1 divisé par G, 1 plus G divisé par 1 plus I, le tout à la puissance n, le nombre de périodes. Alors, l'astuce ici, c'est que c'est 19 paiements, divisé par I moins J. Donc, la valeur de cette rente, il y a 1 an, serait de 604 047,75 $ et la valeur de cette rente aujourd'hui, c'est mon placement il y a 1 an, actualisé à du 9 %. Donc, elle vaut 658 412,05 $. Une deuxième façon de faire le calcul. J'aurais pu séparer les 19 paiements en 2 rentes. Un premier paiement de 55 000 aujourd'hui et une deuxième série de 18 paiements avec le premier paiement qui est égal à 55 000 fois 1,03. Et j'aurais pu utiliser la progression géométrique pour calculer les 18 paiements et j'ajoute le 55 000 qui est aujourd'hui, pas besoin de l'actualiser, et ça me donnerait 658 412,05 $. Question 7. Taux sans risque est de 3 %. Risk-free rate of return, c'est le rendement des T-bills, le rendement des bons du Trésor à court terme du Canada. Souvent, on va considérer que ça, c'est égal au taux d'inflation. Alors, si vous avez regardé les obligations d'épargne du Canada en 2022, sont plus élevées que normalement. Pourquoi? Parce que l'inflation est assez grande en 2022. Une compagnie vient tout juste de verser un dividende. Donc, le dividende a été versé, il n'est plus tenu compte dans le prix de l'action. De 2,42. On assume que chaque dividende subséquent sera indexé de 2 %. G est égal à 2 %. La covariance entre le titre et le marché est de 0,0036. Le rendement du marché est de 10 %. La variance du marché est de 0,0025. Que doit être le prix de l'action? Donc, on va commencer par calculer bêta. Bêta est égal à la covariance entre le titre et le marché divisé par la variance du marché. Donc, le bêta du titre est de 1,44. Un bêta plus grand que 1 veut dire que notre titre est plus risqué, est plus volatile que le marché, donc plus risqué. Un bêta entre 0 et 1 est moins volatile que le marché, donc elle est perçue comme moins risquée. Un bêta de 1 est aussi volatile que le marché, alors tu devrais faire tu prends le même risque que le marché, tu devrais avoir le même rendement que le marché, donc 10 %. Un bêta de 0, il y a juste un titre qui a un bêta de 0, vraiment, c'est le taux sans risque. Alors, le taux sans risque, il n'est pas corrélé du tout. Il est indépendant
du rendement du marché. Et d'autant plus, tu peux avoir un bêta qui est négatif, qui est rare. La compagnie Zoom en 2022, c'est un bon exemple. Alors, ça veut dire que le titre a tendance à bouger en sens inverse que le marché. L'or aussi, les compagnies d'or, durant une crise économique, ça va bien pour une compagnie d'or et inverse pour le marché. Donc, avec bêta, on va calculer le rendement des common shares, le rendement des actions ordinaires. Donc, c'est égal au taux sans risque plus bêta fois la différence entre le rendement attendu du marché et le taux sans risque. Donc, les actionnaires s'attendent à du 13,08 %. Un bêta de 1, c'est aussi risqué que le marché. On s'attendrait à faire du 10 %. Un bêta de 1,44, c'est perçu comme plus risqué que le marché, donc on voudrait avoir plus de rendement. Et le prix d'une action, selon le modèle de Gordon, c'est égal au dividende au temps 1 divisé par R moins G. Le dividende au temps 1, c'est égal au dividende qui a été versé hier avec une période de croissance 2 divisé par I ou R, qu'on vient juste de calculer, moins G. Et donc, le prix de cette action devrait être de 22,28 $. Question numéro 8. Alors, question numéro 8, quand je vois le taux corporatif, immédiatement, je pense que ça va être un coup sur une question sur WACC. Alors, WACC, c'est Weighted Average Cost of Capital, c'est le coût moyen pondéré du capital. Le coût moyen pondéré du capital, c'est une moyenne de toutes les sources de financement après impôt de la compagnie. C'est le taux d'intérêt qui va être utilisé pour évaluer tous les projets. Si vous aimez bien Finance 1, vous allez adorer Finance 2. D'ailleurs, Après encore. Pas près encore. alors, en Finance 1, si vous aimez bien ce cours, quand vous allez prendre la suite, vous allez faire l'évaluation de projet, qui est quelque chose, malheureusement, les étudiants ne réalisent pas à quel point que c'est un cours qui est beaucoup plus important que vous pensez, même si vous n'êtes pas, si la finance n'est pas votre concentration principale en finance. Alors, quelle est la valeur d'un projet? Alors, si vous avez un client, généralement, on veut savoir si un projet vaut la peine d'investir dedans. Et le taux d'intérêt qu'on veut utiliser, c'est WACC. Alors, WACC utilise toutes les façons que la compagnie est financée. Et selon les pondérations, on regarde quel est le rendement après impôt. Donc, notre compagnie est financée par 100 000 actions à 100 $. Donc, la valeur 10 millions d'actions. L'action versera un dividende annuel de 10 %. Le dividende au temps 1 est de 10 $. Le taux de croissance des dividendes est de 3 %. Donc, avec ces informations-là, on peut calculer le rendement des common shares. Alors, on a 10 millions de common shares et avec le modèle de Gordon, on peut calculer le rendement des common shares. Une dette de 4 millions à 6 % effectif. Donc, ça veut dire qu'on emprunte 400 000 et on est en train de payer 6 % effectif. Petite note, pour une compagnie, emprunter pour investir, c'est un coût de faire de la business et donc c'est déductible d'impôt. Quand vous achetez une maison au Canada, vos intérêts ne sont pas déductibles d'impôt. Elles le sont aux États-Unis. Alors, c'est 6 % avant impôt. Alors, si la compagnie paye du 6 %, ça veut dire qu'elle paye 240 000 par année en intérêt sur juste cette dette. Mais si tu payes 240 000 en intérêt, ton bénéfice imposable est réduit de 240 000 et tu vas économiser 30 % ou 72 000 en impôts. Donc, tu vas payer 240 000 en intérêt, mais tu vas économiser 72 000 en impôts. Alors, pour chaque dollar que tu payes en intérêt, tu économises 30 cents en impôts. Donc, après impôt, c'est 6 % fois 1 moins le taux corporatif. Donc, après impôt, ton taux de dette, ton taux d'intérêt est de 4,2 %. Alors, aussi, 5 000 obligations au coût de 1 000 $. Alors, le prix de 1 000 $, c'est une valeur nominale de 1 000 $ et un coupon annuel de 55 $. Problème ici, quelle est la durée du prêt? Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Si le prix d'une obligation est égal à sa valeur nominale, le taux d'intérêt d'une obligation est égal à son taux de coupon. Donc, le prix de l'obligation, la valeur nominale était de 1 000 $, le taux de coupon est on paie un coupon de 55 $. Donc, le taux de coupon est de 5,5 %. Essayez avec n'importe quelle valeur de N, ça va fonctionner. Present value 1000, future value moins 1000, future paiement est égal à moins 55 et mettez taux d'intérêt est égal à 5,5 pour n'importe quelle valeur. Pour n'importe quelle valeur de N, vous calculez compute present value ou future value et ça va vous donner 1 000 $.
Alors, si vous rentrez 1000 pièces present value, 1000 pièces future value, 55 paiements et quoi d'autre? N'importe quelle valeur de N, ça va vous donner un taux d'intérêt de 5,5 %. Mais encore une fois, une obligation, c'est de la dette. C'est 5,5 % avant impôt. C'est 5,5 fois 0,7 ou 1 moins 30 % après impôt. Et finalement, on a 5 millions en obligations, 4 millions en dette. On a 20 000 actions privilégiées de 50 $, donc 1 million d'actions privilégiées. Chaque action versera un dividende annuel et perpétuel de 4 $ dans un an. Donc, la valeur de l'action, le taux d'intérêt de cette action privilégiée, tu l'achètes pour 50 $, tu fais 4 $ par année, alors c'est du 8 %. Donc, quel est le coût du capital de la firme? On doit calculer la valeur au livre de la compagnie. La valeur au livre, c'est 100 000 actions à 100 $, donc 10 millions en actions ordinaires, plus 4 millions de dettes, plus 5 000 obligations à 1 000 $, 5 millions en obligations, plus 20 000 preferred à 50 $, 1 million en preferred. Donc, la valeur au livre de cette firme, c'est 20 millions. 10 millions, 4 millions, 5 millions, 1 million. 50 % de la firme, elle est financée par des commons. 20 % de la firme, elle est financée par de la dette. 25 % de la firme est financée par une autre dette, des obligations, et 5 % de la firme est financée par des preferred shares. Donc, on a maintenant nos proportions. Que sont les rendements de chaque titre? Donc, selon Gordon, 100 $ est égal au dividende au temps 1 divisé par R-G. G est égal à 3 %. Ça veut dire que les actionnaires ordinaires s'attendent à du 13 %. Les common shares veulent du 13 %. Le rendement de la dette, c'est 6 %, mais c'est un 6 % avant impôt. Pour l'obligation, vu que le prix de l'obligation est égal à la valeur nominale est égal à 1 000 $, ben, le coût de la dette est égal au taux de coupon, donc c'est égal à du 5,5 %. Rentrez n'importe quelle valeur de N dans votre calculatrice et faites Compute E et ça va vous donner 5,5 % pour n'importe quelle valeur. Et le rendement des preferred pour un investissement de 50 $, on fait 4 $ par année. Ça, c'est du 8 %. Donc, quel est le coût moyen pondéré du capital? Bien, j'ai 50 % de ma compagnie qui est financée par des common shares qui payent du 13. Pour les common shares, le dividende et les gains capitaux ne sont pas déductibles d'impôt pour la compagnie. J'ai 20 % de ma compagnie qui est financée par 4 millions de dettes. Alors, j'ai 20 % de la compagnie qui est financée par de la dette à du 6 %, mais la dette, elle est déductible d'impôt. J'ai 25 % de ma compagnie qui est financée par des obligations. Les obligations font du 5,5 %, mais encore une fois, cette dette, elle est déductible d'impôt. Et j'ai 5 % de la compagnie qui est financée par des preferred shares. Les coupons des preferred shares, les dividendes, les gains capitaux ne sont pas déductibles d'impôt pour la firme. Et donc, le coût moyen pondéré du capital est égal à 8,7025 %. Donc, alors, question 9. Les rendements possibles pour deux titres se trouvent dans le tableau suivant. Alors, j'ai le titre X qui peut valoir 6, 8, 10 et 13 %, titre Y puis qui peut valoir 7, 8, 9 et 11 %. 20 25 25 40 10 %. Je vous donne la moyenne et je vous donne la variance pour le titre X et Y. Par contre, si vous voulez en exercice, vous pouvez faire le calcul vous-même pour X et pour Y. Alors, je vous demande de calculer l'écart type de X moins Y. Pour faire l'écart type de X moins Y, je dois faire la variance de X moins Y et ça devient notre grosse formule variance de AX plus BY plus C. Alors ici, A est égal à 1, B est égal à moins 1 et C est égal à 0. Alors c'est la variance de 1 fois X plus moins 1 fois Y plus 0. Et donc la variance de X moins Y, alors c'est 1 fois X plus moins 1 fois Y, c'est 1 au carré fois la variance de X, plus moins 1 au carré fois la variance de Y, plus 2 fois 1 fois moins 1 fois la covariance entre X et Y. Donc, j'ai la variance de X, j'ai la variance de Y. Je dois calculer la covariance entre X et Y. Alors, 25 % du temps, X vaut 6 %, alors je vais faire 25 % fois 6 moins la moyenne, plus Y, 7 moins la moyenne de Y, plus
25 fois X moins la moyenne, plus Y moins la moyenne, plus 40 fois 10 moins, X moins la moyenne fois Y moins la moyenne, et finalement, plus 10 fois X moins la moyenne fois Y moins la moyenne, et ça me donne une covariance de 2,44. Alors, je répète pour la variance de, je pourrais noter ça d'une autre façon, 1 fois. Alors, la variance de 1 fois X plus moins 1 fois Y. Ouais, c'est ça. Alors, la variance de 1, ouais, alors, je vais ajouter quelque chose. Alors, la variance de X moins Y, c'est égal à la variance de 1 fois X plus moins 1 fois Y. Alors, on peut utiliser la variance de AX plus BY plus C. Ça devient 1 au carré fois la variance de X, plus moins 1 au carré fois la variance de Y, plus 2 fois 1 fois moins 1 fois la covariance entre X et Y. Alors, c'est égal à la variance de X, 4,46, plus moins 1 au carré, c'est 1, plus la variance de Y, 1,3475, plus 2 fois 1 fois moins 1, donc moins 2 fois la covariance entre X et Y. Donc, c'est égal à la variance de X plus la variance de Y moins 2 fois la covariance entre X et Y. Ça, c'est la variance de X moins Y. L'écart type de X moins Y, c'est la racine carrée de la variance de X moins Y. Donc, c'est égal à 0,9631. Question numéro 10 maintenant. Taux sans risque est de 3 rendement de X est de 10 sa variance est de 0,014. L'espérance de Y, c'est 14 variance de Y, c'est 0,025. Et la corrélation entre X et Y, elle est égale à 0,4. Calculer la variance d'un portefeuille qui est composé de 40 du taux sans risque et le reste dans un portefeuille P. Ce portefeuille P est composé de 30 de l'actif X et de 70 de l'actif Y. Donc, je vais commencer avec un portefeuille P qui est 30 X et 70 Y. La covariance, alors, l'espérance de ce portefeuille, je n'ai pas besoin de l'espérance. Je veux savoir quelle est la variance d'un portefeuille qui est 30 X, 70 Y. Alors, la variance d'un portefeuille 30 X, 70 Y, c'est égal à, je vais ajouter une ligne. OK, donc la variance de ce portefeuille P, c'est la variance d'un portefeuille qui est 30 dans X et 70 dans Y. Donc, c'est égal à 0,3 au carré fois la variance de X, plus 0,7 au carré fois la variance de Y, plus 2 fois 0,3 fois 0,7 fois la covariance entre X et Y. Donc, pour calculer la covariance divisée par l'écart type de X et l'écart type de Y me donne la corrélation. Donc, la corrélation fois l'écart type de X fois l'écart type de Y me donne la covariance. Donc, la variance de 30 X, 70 Y, c'est 30 au carré fois la variance de X, plus 70 au carré fois la variance de Y, plus 2 fois 30 fois 70 fois la covariance entre X et Y. Et ça me donne la variance d'un portefeuille P qui est 30 X, 70 Y. Maintenant, la question qui est posée, quelle est la variance d'un portefeuille qui est 40 investi dans le taux sans risque et 60 investi dans ce portefeuille P qui a une variance de 0,016653. Premièrement, quelle est la variance du taux sans risque? La réponse, c'est 0. C'est un taux sans risque. Donc, il n'y aurait pas de dispersion autour de la moyenne, il n'y aurait pas de risque. Alors, la variance ou l'écart type, c'est une mesure de risque. Donc, la variance du taux sans risque, c'est tout le temps égal à 0. D'autant plus, quelle est la corrélation
ou la covariance entre le taux sans risque et n'importe quel portefeuille, bien, la réponse là aussi, c'est 0. Pourquoi? C'est complètement indépendant. Quoi qu'il arrive à la bourse, quoi qu'il arrive dans un titre, le rendement du taux sans risque va être égal à 3 %. Donc, on veut savoir quelle est la variance d'un portefeuille qui est 40 % investi dans le taux sans risque et 60 % investi dans ce portefeuille P qu'on vient tout juste de calculer. C'est égal à, alors c'est la variance de 0,4 taux sans risque plus 0,6 P. C'est égal à 0,4 fois la variance du taux sans risque qui est de 0, plus 0,6 au carré fois la variance du portefeuille P qu'on vient juste de calculer, plus 2 fois 0,4 fois 0,6 fois la covariance entre le taux sans risque et le portefeuille P qui est 0. Et donc, la réponse, c'est égal à 0,05995.